nous ouvrons la séance d'aujourd'hui, le Cone-Beam orthopédique en charge. Alors, comme il s'agit, excuse-moi, d'une séance orthopédique, et d'ailleurs nous sentons le vent tourner, la Sofcote la semaine dernière, le Cone-Beam aujourd'hui, je vais laisser la place, je suis encore président pour quelques jours, mais logiquement je vais laisser la place donc à celui qui est encore mon vice-président et qui sera président dès l'Assemblée générale prochaine, Olivier Jardet, orthopédiste, qui va coordonné avec celui qui l'a organisé, qui est François Lintz. Je vous laisse présenter vos orateurs. Merci beaucoup, Pascal. La séance est ouverte et effectivement, merci pour tout ce que tu as fait pour cette illustre maison qui a pratiquement 300 ans d'âge. Et j'essaierai, vu votre confiance, poursuivre ton travail important. Je suis par ailleurs très heureux de recevoir mon ami François Lintz, parce que les orthopédistes, je ne sais pas si vous savez, mais ils traitent des articulations. Et les articulations, à part aux membres supérieurs, aux membres inférieurs, elles sont en charge. Et c'est tout le problème de l'imagerie, parce que les IRM sont majoritairement en décharge, les scanners peuvent être en charge, mais de façon difficile. Et donc, merci à François Lintz de nous présenter les Cone-Beam en orthopédie en charge. Voilà. Je profite du temps pour que François aille au micro pour dire que je connais un peu le problème, parce qu'il se trouve que François et moi travaillons dans la même clinique et que nous avons consacré un déjeuner entier puis une réunion sur cette question de l'utilisation du Cone-Beam, et j'étais bien d'accord avec lui qu'il fallait pousser un petit peu avant le sujet pour qu'il y ait une organisation qui permette donc la diffusion de cette technique qui me paraît très intéressante. François ? Monsieur je devais futur ex-président, monsieur le futur président, chers confrères, merci beaucoup. Alors, je suis très honoré d'être ici aujourd'hui dans cette vénérable institution et je suis aussi ému et je voulais vous expliquer pourquoi. Vous l'avez dit, nous sommes collègues à la clinique de l'Union et nous représentons quelque chose qui me tient à cœur, c'est le battage en brèche des barrières qui existent entre le privé et le public. Moi, je suis passionné de recherche. Et je le fais dans le privé et je pense que ces deux mondes-là doivent se retrouver et je pense que c'est dans une institution comme ça qu'on doit aussi mettre en avant ces idées nouvelles. Je suis aussi ému puisque je suis nous sommes la première session du professeur Jardet que je ne présente pas évidemment, mais que je suis depuis mon tout début de parcours en chirurgie du pied. Donc c'est aussi un honneur d'être à ses côtés aujourd'hui. Et mieux encore parce que je suis un ancien étudiant de la faculté Broussais-Hôtel-Dieu, donc j'ai fait toutes mes années de médecine. Ça fait 26 ans que j'ai débarqué en 98 à la fac des Cordeliers. Je trouve que c'est un juste retour des choses pour parler d'une révolution que de parler de ce circuit où je reviens au même endroit. Et dans cette institution qui a été bien sûr très importante durant la Révolution française. Et donc, pour la première session de 2024, on va vraiment parler d'une révolution parce que 2024 va sans aucun doute être l'année où la radiologie standard va devenir en 3D et en charge. La radiologie en 2D, elle est déjà en charge, mais on va vraiment assister à une révolution et on va tous changer notre manière de voir le squelette. On va le voir en charge, mais surtout, on va le voir en première intention en 3D. Et c'est un petit peu ça dont on va vous parler aujourd'hui. Voici ma diapo de conflit d'intérêts. Et enfin, je suis aussi ému parce que je suis entouré de personnes brillantes et innovantes et des amis qui m'ont fait l'honneur et le plaisir d'accepter de participer à cette session. Et donc, je vais vous présenter chacun d'entre eux. Donc, le docteur Philippe Baudet, qui est directeur général de la clinique Trenel dans le sud de Lyon, qui est chirurgien orthopédiste membre inférieur, spécialisé dans le pied et qui a un Cone-Beam orthopédique depuis 2019. Alors, on a tous, en fait, nous quatre, accès au Cone-Beam depuis longtemps et on a des modes de fonctionnement un petit peu différents parce que c'est un appareil qui doit s'intégrer dans les circuits de prise en charge des patients qui peut se faire sous différentes modalités. Donc, en tant que directeur général de sa clinique, il a discuté avec son équipe de radiologues qui ont fait l'acquisition de l'appareil qui est en radiologie proche de son cabinet.
ce qui donne un circuit patient assez fluide. Et justement, il l'utilise en pratique courante tous les jours en remplacement des radiographies standards. Et c'est ce qu'il va nous présenter, donc le Cone Beam en pratique courante, en traumatologie et en chirurgie réglée. Ensuite, le docteur Mario de Munoz, qui est chirurgien orthopédiste membre inférieur, hyper spécialiste pieds et chevilles à Montpellier, et qui est le fondateur, la fondatrice du Centre Achille, qui est le premier centre, enfin un des premiers centres multidisciplinaires intégrés de pathologie du pied en France, et qui a un Cone Beam depuis 2021 et qui l'utilise aussi en tant qu'outil de pertinence des soins, parce qu'on doit vraiment parler de ça aujourd'hui. Je citerai juste un auteur, c'est le docteur Anne Cotten, radiologue à Lille, professeur, membre éminent de la SIMS, et qui a fait une publication avec un Cone Beam dans le service des urgences. Elle a montré que le turnover, par exemple, des patients diminuait de 10 à 15%. Que dire si on avait eu des Cone Beam dans nos services d'urgence pendant l'épidémie de Covid et qu'on avait pu diminuer le temps de ces patients de traumatologie aux urgences de 10 à 15%. Aujourd'hui, on parle vraiment de pertinence des soins, c'est très important. C'est une erreur de ne pas avoir ces appareils partout en première intention. Et vous allez comprendre pourquoi. Et je pense qu'on apprend de ces erreurs et qu'on va pouvoir progresser et avancer tous ensemble. Ensuite, le docteur Christian Buetz, qu'on ne présente plus, qui est l'actuel président de la European Foot Ankle Society, qui est donc mon patron au niveau Société savante européenne, qui exerce la chirurgie du pied exclusive à Anvers, au nord de Bruxelles, et qui a accès au Cone Beam orthopédique depuis bien plus longtemps que nous tous. C'est un précurseur, un innovateur, et lui va très très loin pousser tout ce qu'on peut faire avec la vision en 3D du squelette en charge dans la planification et dans la chirurgicale et dans la correction sur mesure des déformations. Donc, il va nous parler de ça et je reviendrai dessus, mais il va vraiment pousser très, très loin ce qu'on peut faire, mais ce n'est pas là qu'on a immédiatement le bénéfice pour nos patients, pour notre système de soins avec le Cone Beam, c'est quand on met en première intention en remplacement des radios. Donc, ce n'est pas nouveau, ça date de 1996, avant même que je sois étudiant en médecine. Et ça a été inventé par des gens qui faisaient de la recherche en dentaire. Voilà. Donc, ils se sont dit que ça allait bien s'appliquer au crâne. Et ça a donné ces appareils que vous connaissez tous, qui est le pangologramme en 3D. Et bien sûr, les dentistes se sont emparés de cette technologie très rapidement. Si les dentistes l'ont fait, oserais-je dire, on doit pouvoir le faire aussi. Je ne fais que citer le docteur Munoz, qui vous le redira sûrement. Voilà, donc voilà ce à quoi ça ressemble. Vous avez une console comme ça et vous avez votre radio 3D. Donc, vous avez la fenêtre multiplanaire, sagittale, coronale, axiale, et vous avez un clone digital sur lequel vous allez pouvoir faire des radiographies qui vous permettent de faire vos mesures habituelles. Et puis, vous avez cette vision 3D. Alors, on en parlait tout à l'heure, évidemment, c'est moins puissant parce que c'est beaucoup moins irradiant. C'est à peu près irradiant comme 2 radios et demi. Alors, en orthopédie, quand on fait des radios, on fait toujours face profil et on fait très souvent une autre incidence, face profil de genou, défilé fémoro-patellaire, Schuss, le pied face profil, défilé de Gunst. Voilà, on fait toujours des radios multiples. Donc, finalement, on est déjà, si on pousse le concept, un petit peu moins irradiant si on fait d'emblée un Cone Beam, mais on va avoir toutes les radios qu'on veut, toutes les incidences qu'on veut, on va les avoir tout de suite. Et en plus, on va avoir l'imagerie 3D, l'imagerie en coupe et la reconstruction 3D en bonus, avec la possibilité d'utiliser des outils d'imagerie performants, des outils avancés qu'on vous présentera, comme celui-ci, ou des outils d'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que c'est technologiquement le Cone Beam orthopédique, ou le terme qui lui a été consacré par les Anglais, c'est Weight Bearing CT, donc scanner en charge. Je vous expliquerai pourquoi je pense que c'est une erreur aussi. Donc, c'est en fait une radio qui tourne, hein. Ce n'est pas une imagerie en coupe. C'est une radio qui va tourner, on va en quelque sorte acquérir tous les faces et les profils et les mettre ensemble mathématiquement. Donc, l'image primitive, c'est celle-ci. Et puis, grâce à quelques algorithmes savants, on obtient les images. Le gros avantage, c'est que c'est reproductible.
Quand vous faites une radio, alors bien sûr, il y a des techniques de radiologie. Pour faire un Saltzman, par exemple, on oriente le pied à 20 degrés, le rayon doit être comme ci, l'orientation doit être comme ça. Mais dans le flux des patients qui arrivent, ce n'est pas reproductible. On n'a pas le même angle d'une radio sur l'autre chez le même patient. Là, comme l'environnement qui saisit l'image est fixe, les mesures sont tout le temps les mêmes et les mesures sont vraiment fiables. Et elles sont en 3D. Il n'y a pas de biais de projection ou autre. Voilà. Donc, c'est un des avantages. Mais il y a un certain nombre de contre-vérités, et ça vient beaucoup de ce terme scanner en charge qui a été promu. Mais en fait, ce n'est pas un scanner. Il faut savoir que l'imagerie en coupe, telle qu'elle nous est reproduite, elle est faite de façon artificielle par un logiciel pour que nos yeux d'êtres humains puissent analyser ces images. Mais ce qui est produit, c'est un vrai volume, et c'est donc différent d'un scanner qui est une imagerie anisotrope parce qu'elle est effectivement en coupe. Donc c'est une imagerie, c'est la seule imagerie volumique vraie. Donc ce n'est pas un scanner, ce n'est pas une nouvelle technologie, on l'a vu, hein, c'est une radio juste qui tourne. Et après, il fallait faire un peu de mathématiques pour réussir à reconstruire les images. Par contre, c'est des images de très bonne qualité, parce qu'on entend ça de temps en temps. Ah oui, mais c'est des images de moins bonne qualité. Ce n'est pas vrai. Les voxels, c'est l'équivalent volumique du pixel, font 0,2 à 0,4 mm. Un scanner, c'est 0,5 à 0,8. On a la chance d'avoir le professeur Morvan, peut-être pouvoir me dire si je me trompe, mais c'est les chiffres que j'ai. C'est pour un scanner, un bon scanner, 0,5 mm. Conbeam, on descend à 0,27. Voilà. C'est tout petit, ça fait 1,20 m, et donc c'est délocalisable à la consultation. Et ça, c'est absolument génial, parce qu'on réduit beaucoup le circuit du patient. C'est très rapide aussi, on fait une acquisition entre 20 et 60 secondes, et c'est très peu irradiant, on l'a déjà dit. Et en plus, c'est en charge. Mais si on dit c'est un scanner en charge, les gens retiennent que c'est un scanner, donc ça a l'air lourd, ça a l'air compliqué, ça a l'air cher, et on le met un peu dans un coin de son esprit, parce qu'on se dit, finalement, j'ai déjà un scanner, pourquoi je m'embêterais avec ça? Et donc ça, ce dont je vous parle, c'est ce que j'appelle le mythe du conflit sous-fibulaire. C'est-à-dire quand on dit, bon, en orthopédie, on va chercher à voir des choses, ok, on a du 3D, c'est le scanner, on l'a déjà. Alors, il ne faut pas oublier que le scanner est à peu près 10 fois plus irradiant que le Conbeam. Déjà, même si on enlève tous les autres avantages, si on peut faire un Conbeam, il faut faire un Conbeam, il ne faut pas irradier des gens pour rien, quoi. Mais en plus, là, c'est en charge. Mais si on réfléchit de façon, on va dire, trop étroite, on va se dire, bon, j'ai les scanners, qu'est-ce que la charge m'apporte en plus? Ouais, le conflit sous-fibulaire dans le pied plat. En fait, vous avez déjà compris que c'est beaucoup plus que ça. Il y a déjà des outils, alors ça c'est le distance mapping, c'est la nouvelle vision de l'arthrose en 3D. On est capable de voir ici un conflit sous-fibulaire comme on ne l'a jamais vu avant. Et on est capable de le quantifier. Ce n'est pas juste « Ah, il y a un conflit sous-fibulaire ». Je peux quantifier. Avec la quantification, j'ai des données. Je peux faire du machine learning. Je peux faire des diagnostics. Je peux aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et ça, c'est ce dont va nous parler le docteur Boetz, comment il utilise ces outils très avancés pour produire une planification chirurgicale de meilleure qualité. Alors, on est un petit peu là-dedans. On est en fait dans une transition technologique et l'année 2024, elle est là. C'est ce que Jeffrey Moore a appelé le chasm, c'est-à-dire le fossé. On va franchir le fossé en 2024 et on va passer des innovateurs et des early adopters à l'adoption de masse du Conbeam. Alors, encore une fois, les dentistes l'ont fait. Ils sont partis de pangonogrammes comme ça. Et puis aujourd'hui, ils font des choses comme ça. Voilà, ils font Invisalign, c'est de l'intelligence artificielle. Vous mettez une gouttière dans la nuit pendant 6 mois et vos dents sont dressées sans être opérées. C'est pas donné, mais quand même, c'est plutôt sympa. Voilà, puis les planifications d'implants, etc. Mon épouse a une lésion du 5-3 parce qu'elle a été opérée à l'ancienne avec un pangonogramme et le chirurgien dentiste n'avait pas pu planifier le passage de son R5-3 qui était un petit peu déviant, on va dire. Voilà, donc pour vous présenter l'appareil, c'est ça, hein, c'est vraiment tout petit. Ça peut se mettre dans un cabinet de toilette. Voilà. Et je ne peux que citer un des grands pionniers dans le monde entier, le professeur Martinus Richter, qui a été le premier à l'avoir en Europe, qui a fait une étude sur 11 000 scans sur une période de presque 6 ans. Il a montré qu'il diminuait les radiations sur la population de 10%. Il diminuait de 77% le temps d'opération de l'appareil. Évidemment, vous avez... Et juste le temps d'opération, c'est-à-dire c'est le temps que gagne le radiologue. Ce n'est même pas le temps que gagne le patient, parce que le patient,
il a tout de suite ses radios et son scan. Je ne vous parle pas de l'arrêt de travail, etc. Voilà. Et puis, le profit, effectivement, ça coûte beaucoup moins cher à tout le monde, ce truc-là. Alors, ce n'est pas immédiatement visible, parce que quand on est radiologue, on se dit, tiens, ouais, mais du coup, je vais faire peut-être un petit peu moins de scans, mais qui n'a pas des délais pour donner des rendez-vous de scanner, ça va avoir aucun effet, absolument aucun effet sur l'utilisation des scanners qui vont pouvoir être utilisés pour autre chose. Voilà, sans compter qu'il y a une pénurie de manip radio et qu'on a bien du mal à trouver du personnel pour faire tourner tout ça, et que là, ça tourne tout seul, en fait. Puisqu'il n'y a pas de positionnement ou autre. Voilà. Donc ça, c'était l'aspect pratique courant qui va être développé par le docteur Philippe Baudet. Puis enfin, donc le circuit patient, c'est notre patient. On peut parler à n'importe qui, que ce soit notre concierge, la voisine. Tout le monde a une histoire de quelqu'un qui a été faire une radio, on n'a rien vu, il a été immobilisé, puis finalement il a toujours mal, il est retourné voir son médecin traitant, qui a prescrit un scanner, il a eu le rendez-vous 2 semaines. Je vous la fais courte parce qu'on n'a pas le temps, mais vous connaissez tous ces histoires. Tout ça disparaît. On a tout de suite l'imagerie 3D, on ne passe plus à côté de rien. On n'immobilise plus les patients pour rien, on ne laisse plus mâcher les patients qui devraient être immobilisés. Voilà, tout ça c'est simple et c'est aujourd'hui. Et c'est l'aspect de pertinence des soins qui est critique aujourd'hui et on en est vraiment conscient, hein, cette notion de responsabilité économique qu'on a envers nos patients et nos institutions. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est une carte de France des installations, donc les installations sont exponentielles, elles doublent tous les 2 ans à peu près. C'est même plus que ça, elles triplent tous les 3 ans. Donc on a une répartition avec nos orateurs géographiques pas mal. Et donc je vais passer la parole au premier d'entre eux, le docteur Philippe Baudet.